Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité a une destinée, une orientation, un chemin. Nous construisons, l'ensemble humain construit sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants, une sorte de paradis, ce qu'on peut imaginer du paradis. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles. Mais l'humanité a le temps en réalité. Nous, bien sûr, n'avons pas le même temps. Nous sommes sur une durée courte et donc nous sommes pressés, on aimerait bien voir les prémices de cette évolution. Ils existent, ces prémices, on peut les voir, on peut les distinguer. Déjà, il faut essayer de préciser ce qu'on entend par paradis. À quoi pourrait-il bien ressembler? Globalement, à mon sens, ça par contre, ce ne sont que des suppositions. Je pense qu'on va pouvoir déterminer le chemin vers lequel évolue l'humanité, ça de façon assez rationnelle, à mon sens, avec justement les nouvelles technologies, avec l'IA, avec la puissance des ordinateurs de calcul. On va pouvoir modéliser ce qui a déjà été réalisé par l'humanité entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. On va pouvoir modéliser notre évolution jusqu'à là et voir où peut mener ce type de progrès qui sont finalement assez prévisibles. Qu'est-ce que nous faisons travailler? Qu'est-ce que nous faisons progresser? La maîtrise progressive du comportement humain, grâce à la loi, à l'éducation, au droit, à tout un tas de choses, l'homme est de plus en plus contraint dans sa capacité à abuser de ses congénères. Alors, bien sûr, on n'est pas arrivé à la perfection, on voit bien que c'est encore là, mais chaque année, chaque mois, chaque jour quasiment, l'humanité travaille à réduire ce potentiel par des lois nouvelles qui sont émises, par le travail psychologique sur le défaut d'empathie dans l'enfance, on commence à travailler là-dessus. Mais il faut bien voir qu'on est des bébés dans cette prise de conscience de ce que l'on doit faire. Alors, ça, c'est un des premiers gros pôles de notre activité, de l'activité humaine. La maîtrise progressive du comportement. Ensuite, il y a la maîtrise progressive de l'environnement. Alors, on l'a maîtrisé de façon inconsciente jusqu'à présent, donc avec tout ce que suggère une évolution inconsciente, c'est-à-dire des erreurs, des échecs, des tentatives et des abus, mais qu'on rectifie progressivement. Et là, on voit bien que depuis quelques, peut-être décennies, mais même pas, depuis un temps très court, l'humanité est rentrée dans l'ère de l'écologie. Et ça sera irréversible, même si de temps en temps, on peut voir des reculs avec certaines élections, des nouveaux chefs de gouvernement qui sont pas très intéressés par l'écologie, par exemple, ou moyennement. Donc ça peut marquer des petits moments de recul, mais globalement, l'humanité est rentrée, elle a mis le petit doigt de pied dans le travail écologique. Et quand on regarde un peu toutes les inventions, toute l'énergie qui est dépensée par la jeunesse
par les chercheurs, de partout sur la planète, sur tous les continents, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. Le nombre de personnes qui travaillent et qui sont déterminées à sauver cette planète, en somme, hein, à l'amener à un système vraiment écologique, eh bien, on peut comprendre que dans 2, 3, 4, 5 siècles, on aura atteint le 100% écologique. C'est-à-dire qu'on n'aura plus du tout d'impact sur la planète, parce que le niveau de conscience aura fait un bond, mais considérable. Déjà, il est très important, le niveau de conscience à ce niveau-là. Il reste plus que quelques vieux, en gros, des vieux dominants dans le monde occidental ou ailleurs, qui se soucient peu de ça, qui n'ont pas une vision très pointue. Mais la jeunesse, elle est pleinement concernée par le réchauffement climatique, par tout ce que peut engendrer ce genre de choses. Donc, la maîtrise du comportement nous conduira au 100% écologique. Et le troisième grand travail d'Hercule, on pourrait dire, là j'éclaire ce que j'ai écrit sur mon site qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Le troisième grand pôle, c'est la maîtrise progressive du questionnement. Alors pourquoi ? Parce que le questionnement, c'est un souci aussi. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers ? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous mourons ? Etc., etc. Les grandes questions métaphysiques. Est-ce qu'il y a Dieu ? Est-ce qu'il n'y a pas Dieu ? Voilà, des questions comme ça. Eh bien, les chercheurs il y a des centaines de milliers de chercheurs là actuellement qui travaillent à essayer de déterminer ce que c'est que la matière, qui font exploser des atomes pour en percer le mystère. Donc ils sont arrivés au boson de Higgs, qu'ils appellent d'ailleurs la particule de Dieu. C'est pas pour rien. C'est assez, même si c'est un peu olé olé de la part des chercheurs, mais mine de rien, on est arrivé à ce degré-là. Et donc, à ce degré, la matière, elle est immatérielle. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant à comprendre. Ça donne du crédit aux religions qui disent que le monde, c'est une illusion, que la réalité, c'est pas ça, etc. Et on commence à avancer vers ces réflexions. On se demande si la conscience, elle est extérieure à soi ou si elle est intérieure, etc., etc. Donc, tout un tas de choses qui sont assez importantes pour parler d'une nouvelle ère. Et on rentre dans l'ère de la clarté, grâce, entre autres, aux réseaux sociaux, grâce, entre autres, aux médias, qui donne la parole au peuple. Le peuple, voilà, d'un seul coup, il se retrouve avec la parole. Alors évidemment, il y a des côtés un peu négatifs, comme dans tout. Hein. Quand ils ont inventé les voitures, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de circulation, il n'y avait pas de règles, et donc c'était un peu le chaos. Et puis ça s'est régulé progressivement pour devenir quelque chose d'extrêmement régulé. Et encore, on n'a pas fini. Dans 50 ans ou 100 ans, les voitures il n'y aura pas besoin de les piloter. Elles seront dans une sorte d'autoroute virtuelle et elles circuleront en arrivant au zéro accident, carrément, à mon sens. Non seulement elles pollueront plus, parce qu'on en aura fini avec ça, mais en plus, peut-être qu'on aura inventé d'autres choses dans 100 ans. Hein, parce qu'il y a 100 ans en arrière,
Rares sont ceux qui pouvaient imaginer qu'un jour on inventerait les téléphones portables, etc. Donc, voilà pour ces 3 grands chantiers qui nous conduisent donc à cet état de perfection. Voilà. Et donc, on peut commencer à essayer d'interpréter à quoi pourrait correspondre ce paradis pour nos futurs descendants. Donc déjà, si l'humanité a un sens, chaque être humain qui apparaît sur cette terre a un sens, puisqu'il travaille d'une manière ou d'une autre, en donnant son existence par les actions qu'il fait, quelles qu'elles soient, toutes les actions qu'on réalise, qu'un être humain réalise, qu'il soit le plus pauvre d'entre tous ou le plus riche, qu'il soit le chef d'État ou la personne qui fait le ménage sur son bureau, elles sont à égalité dans la création de l'humanité. Il n'y en a pas qui sont supérieurs à d'autres. On est tous à égalité parce qu'on donne l'entièreté de nos actions. Toutes nos actions, d'une manière ou d'une autre, reviennent au pôle commun de l'évolution de l'humanité vers cette perfection. Voilà. Alors donc, cette perfection, on peut voir que elle conduira l'homme à ne plus être un loup pour l'homme. S'il maîtrise entièrement son comportement, eh bien l'homme sera absolument fraternel. Il n'y aura plus aucun danger. Il ne représentera plus aucun danger, ni pour lui-même, ni pour ses congénères, ni pour la planète, ni pour les autres espèces. Ça sera un homme entièrement bon, voilà, entièrement qui aura soigné toutes ses pathologies, qui aura réglé tous ces problèmes psychiques, les problèmes qui sont inhérents. On est tous porteurs de problèmes psychiques finalement, mais ces problèmes découlent de la transformation d'un primate naturel, ce que nous étions à nos origines, en un humain, en un homme constructeur que nous sommes, en route vers l'humain abouti, vers lequel nous allons. Et bien dans cette transformation, il y a des frustrations, parce que des frustrations que ne subit pas le primate naturel. Quand le dominant veut maltraiter son subordonné, eh ben, il lui voler ce qu'il a dans les mains, il n'y a pas de loi qui l'interdit. Et donc, l'homme a dû contraindre ses pulsions d'origine primate, le désir de dominer, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, l'agressivité envers autrui, etc., etc. Et donc, on parviendra à un humain entièrement réconcilié avec ses semblables. Donc, un danger déjà, l'homme vivra avec un esprit beaucoup plus limpide, beaucoup plus libre, puisque plus personne ne représentera un danger pour lui. Ensuite, la maîtrise de l'environnement. Évidemment, dans un état de sérénité, l'humanité aboutie, c'est pour pour ressentir le meilleur niveau de bonheur. C'est-à-dire que techniquement, l'humanité sera achevée. Il n'y aura plus rien à faire. Il n'y aura pas besoin de construire. Là, on a besoin de finir l'humanité. Il y a plein de choses qu'il faut finaliser. On voit bien qu'elle est bancale. L'humanité, elle fonctionne mal. Et elle ne fonctionne pas de façon universelle. Et l'universalité, c'est une condition, évidemment. Le fait de se sentir appartenir à l'humanité avant de se sentir appartenir à quoi que ce soit d'autre fait que ça sera la fin des frontières, la fin de la possession, parce que tout sera mis en commun. On voit bien qu'on commence à le faire.
On commence à mettre en commun les forêts, peut-être les rivières, voilà, l'eau, les mers, les océans, l'air, l'espace. Tout ça est en train de progressivement passer au patrimoine de l'humanité. Il y a les œuvres d'art, etc., tout ça, voilà. Mais à un certain moment, on mettra tout. Tout appartiendra au patrimoine de l'humanité. Et donc, il n'y aura plus besoin de convoiter quoi que ce soit. Ça appartiendra à l'ensemble. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut aussi avoir dépassé un des moteurs de l'humanité constructrice. Nous sommes les constructeurs et un de nos moteurs, c'est l'envie, l'esprit de compétition, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, l'orgueil, le narcissisme, la jalousie, voilà, toutes ces pathologies qui sont là et qui sont stimulées par le fait qu'il y ait des riches et des pauvres, parce que c'est une façon de construire. C'est la façon que nous avons trouvée pour la façon instinctive de construire, qui nous vient de nos origines primates. Donc, on a besoin pour construire de faire des hiérarchies, de dire celui-ci est meilleur que celui-là, etc., etc. En réalité, c'est faux dans l'absolu. Mais on a besoin de ces choses-là. Et pour se distinguer, on va amener le luxe, on va amener tout un tas de choses qui ne nous servent pas, qui ne sont pas utiles en réalité, qui sont juste des marqueurs de domination, comme le dos argenté de nos origines. Voilà. Et donc ça sera dépassé. Donc on n'aura plus besoin de ces choses-là. Donc si on n'a plus besoin de convoiter quelque chose de nos congénères, on fait tomber aussi tout un pan de violences qui sont liées à cela, au fait de vouloir s'affirmer aux dépens d'autrui. Donc il n'y aura plus besoin de ça. En fait, ce qui sera recherché, c'est le bonheur, pas le plaisir du pouvoir, le plaisir du luxe, le plaisir de la possession, etc. Ça sera le bonheur qui sera recherché. Le bonheur, c'est la fraternité, l'amour. On peut se contenter de très peu. Donc on se rapprochera de tout ce que les philosophes ont déjà pensé, mais les religions aussi, que la modération, c'est la base, qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Épicure le disait, Plotin le disait, les stoïciens le disaient, Platon le disait, etc. Tous les grands philosophes ont parlé de ça, du fait qu'on n'a pas besoin qu'on a, et on le sait nous-mêmes, l'homme sait qu'il n'a pas besoin qu'il a besoin juste du minimum pour être heureux. On n'a besoin que d'un minimum pour être heureux. Et on s'écarte tout un tas de soucis, en fait, quand on a juste de quoi vivre correctement, mais sans exagération. Donc, ça sera comme ça. Ensuite, il y aura donc, si tout appartient à l'ensemble, tout sera mis en commun. C'est-à-dire que partout où on se promènera, n'importe où on arrive, on trouvera le gîte, le couvert, de quoi se loger, de quoi dormir, parce que ça appartiendra à la communauté humaine. Donc on n'aura pas besoin de convoiter ce qui appartient à autrui, puisque tout sera gratuit. Donc encore une des raisons pour accéder à la paix, pour accéder à un esprit tranquille. L'autre raison, si on répond à toutes nos questions profondes, qu'est-ce qui a créé cet univers, pourquoi cet univers s'est créé, etc. Tout ça, on y répondra, à mon sens. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peu importe. Mais on arrivera à éclairer complètement ce genre de choses. Et donc, ça, c'est un autre souci qui s'en va. Sur la mécanique universelle, j'ai découvert, à mon sens, que, par exemple, la mort, elle se passe toujours, pour tout être humain, à un certain moment, le mourant rencontre l'extase. Et en fait,
l'extase, c'est la base de ma théorie. Lorsque je dis l'humanité va vers sa perfection, cette perfection, elle est technique, comme je viens d'en parler, mais le fond, il est sensitif, parce que ce qu'on recherche, tout être humain, ce qu'on recherche, c'est les sensations. Ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour sentir quelque chose, pour sentir l'amour quand si on cherche à séduire quelqu'un, c'est pour sentir les sensations qui vont se passer. Dans l'amitié, c'est les sensations qui nous intéressent, c'est ce qu'on ressent quand on est en présence de notre ami, de nos amis, etc. Quand on fait quelque chose de bien, on est heureux de ressentir ce qu'on va nous les éloges qu'on va recevoir, etc. On va fuir les mauvaises sensations. C'est ce qui va nous diriger pour être le plus juste possible. Parce que les sensations négatives, c'est des sensations qu'on n'aime pas globalement. Évidemment, il y a des cas particuliers, mais c'est infime, c'est des minorités qui confirment la règle, en gros. Donc, tout est pour la sensation. Et la sensation la plus haute, c'est l'amour, c'est le bonheur suprême, et c'est l'extase. L'extase, certains l'appellent l'éveil. Par exemple, dans le bouddhisme, c'est l'éveil, le nirvana. L'extase, c'est les soufis qui parlent de ça, la béatitude. Et ça, c'est l'état au niveau physique le plus intense, la sensation de bonheur la plus intense, la sensation physique la plus haute. Elle n'a pas d'équivalent dans la vie ordinaire. Il faut être dans la conscience, dans l'état d'esprit extatique pour ressentir ce dont je parle. Et pour avoir fait cette expérience de façon accidentelle, eh bien oui, l'extase, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est très très particulier. Et donc, dans cet état d'extase, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte, parce qu'on est posé dans l'immédiat absolu. Le cerveau n'a plus de référence avec le futur, plus de référence avec le passé, donc en fait, toutes nos pathologies qu'on a vécues dans nos traumatismes d'enfance, etc., qui vont faire qu'on se comporte de telle et telle façon. L'impact de notre passé, de nos traumas est puissante dans notre façon d'agir, même si ça ne se voit pas forcément, mais nos malaises, voilà, tout un tas de choses où on ne se sent pas très bien ou quoi que ce soit dans nos comportements, eh bien on le doit à ce passé. Ce passé, dans l'état d'extase, il n'y est plus. On ne peut plus faire référence à ça. L'esprit est vide, l'ego est sorti, et il reste plus que l'état de contemplation. Et donc, on n'a plus le passé n'a plus d'impact sur le présent. Pareil pour l'avenir, on peut plus se projeter sur l'avenir. Et la mort, quand on est vivant, c'est un sujet de préoccupation, mais qui concerne l'avenir. Même s'il impacte notre présent, parce qu'on sait qu'on est mortel, et mine de rien, ça nous travaille tout le temps dans tout ce que nous faisons. On est un peu plus pressé, etc. Il y a tout un tas de choses, et plus on avance en âge, plus cette préoccupation prend de l'ampleur. Mais c'est un sujet qui est important. Et bien dans l'extase, comme on est posé sur le présent absolu, l'immédiat absolu, on ne peut plus faire référence. La mort n'a plus d'impact sur nous. Donc on n'a plus aucune crainte. On est dans un état de sérénité absolue. Pour l'avoir vécu, il n'y a pas d'état équivalent. On n'a plus peur de rien. Rien ne nous angoisse parce qu'on n'anticipe rien. Dans cet état, par exemple, pour donner une petite anecdote de cette existence, moi j'ai la phobie des chiens.
dans le... J'adore les chiens et j'en ai peur, malheureusement. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est irrépressible. C'est quelque chose qui tout de suite va toucher mon instinct et donc me met dans une position extrêmement étrange. Eh bien, dans cette semaine d'extase que j'ai vécue accidentellement, je me suis retrouvé dans un endroit où quelqu'un a lâché un berger allemand qui est venu vers moi en aboyant. Et moi, je me suis approché vers lui en tendant les mains et en étant dans cet état d'amour absolu, mais sans aucune crainte. Parce que je n'anticipais pas. Je ne pouvais pas anticiper ce qui pouvait arriver. En fait, la peur, c'est l'anticipation. Il peut m'arriver ça, et donc, c'est juste l'imagination qu'on se fait. C'est le cerveau qui se fait des films, en somme. Et là, il n'y avait plus possibilité de me faire des films. Et le chien a absolument senti l'état dans lequel j'étais. Donc il est arrivé, il s'est mis devant moi, il a léché mes mains. Et la personne, c'était un gendarme qui avait, parce que je me suis retrouvé sur un aérodrome, à me promener tout simplement. Et donc il est venu vers moi pour me demander ce que je faisais là, mais c'était autorisé. Je ne sais pas pourquoi je me promenais à cet endroit. J'ai su plus tard que c'était un endroit dont on disait que c'était un ancien endroit mystique sur lequel avait été construit cet aérodrome. Et donc le gendarme est arrivé, et il était un peu fermé au départ, et quand je l'ai vu de loin, et quand il est arrivé vers moi, il m'a demandé: qu'est-ce que vous faites là? J'ai balbutié, mais en douceur, avec que de l'amour. Je me promène, et il m'a dit: ah, mais il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez vous promener, il n'y a aucun souci et tout. Donc voilà, il est sorti avec des a priori, puis il a senti quelque chose. Le chien a senti quelque chose, ce gendarme a senti quelque chose de ce qui se passait en moi, et je pense que les gens le sentent, voilà, cet état-là, et c'était pas, ça donnait pas le sentiment de quelqu'un de fou, ou de quelqu'un de déréglé, ou j'en sais rien, parce que sinon, ce gendarme n'aurait pas été aussi bienveillant. Donc c'est qu'il a senti quelque chose qui était du domaine de l'amour. Et donc voilà, on va vers cet état-là, et donc on va vers l'extase. Et donc on a, évidemment, dans cet état, il n'y aura plus besoin de travailler. L'homme, on aura juste à entretenir l'humanité, elle sera achevée, techniquement. Et on aura... à mon sens, elle ne ressemblera absolument pas à ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on n'a absolument pas besoin d'immeubles de 100 étages, etc., etc. Ça sera quelque chose d'extrêmement simple, et simple à entretenir, parce qu'en réalité, c'est impossible d'entretenir un monde dans l'inaction, dans l'état d'extase. S'il faut entretenir des avions, des voitures, des routes, etc., etc., tout ça, je pense qu'on aura dépassé ce modèle qui nous sert à construire l'humanité, mais dont on se libérera, parce qu'on n'a pas besoin de tous ces objets, on n'a besoin que du minimum, en fait. Et le principal pour nos futurs descendants, ce sera la rencontre, ce sera l'amour entre les êtres humains. Aller à la rencontre les uns des autres, la curiosité de se découvrir, marcher, voilà, on sera très certainement des nomades, des marcheurs, c'est comme ça que je l'imagine. Voilà, on ira à la rencontre les uns des autres, comme ça commence à se passer là. En Europe, on commence à consteller toute l'Europe de chemins pour se balader, de chemins piétonniers, de chemins pour le vélo, etc., qui passent à travers la campagne. Et ça sera très certainement quelque chose comme ça. On pourra aller partout dans le monde comme ça, en se promenant, en se baladant.
Ça sera peut-être ça la vie. On ne sait pas, mais parce que c'est très difficile de pouvoir présumer de ce de ce qui risque de se passer. Mais en tout cas, euh, voilà le chemin vers lequel je pense, vers lequel nous allons. Alors il faudra juste entretenir, mais ça sera quelque chose de participatif, on est très capable de ça, on sait tout à fait. Il suffit que le niveau de bienveillance atteigne son degré maximum pour que, voilà, on ait juste envie de faire plaisir partout où on arrive. Ben, on voit, il y a quelques jeunes éclaireurs dans le monde qui le montrent. Il y a, par exemple, deux jeunes qui font, ça s'appelle, j'irai, nu et culotté. Voilà, ben, ils vont, ils se promènent, ils rencontrent des gens, mais ça, ce sont juste les éclaireurs de l'humanité. Et c'est que de la bienveillance. Et ils reçoivent un maximum de bienveillance. Donc, globalement, l'humanité, elle est bienveillante. Il y a une infime minorité et qui devient de plus en plus insupportable, qui, n'a, qui a été traumatisée, maltraitée, abîmée et qui renvoie peut-être de cette manière-là, ou alors trop, justement, trop narcissisés, et qui n'ont pas développé leur capacité d'empathie, au contraire, un désir d'abuser autrui, et de s'affirmer aux dépens des autres. Mais ça, c'est une minorité en réalité. La majorité humaine n'en est pas là. Voilà, mes chers amis, et eh bien, on va rester sur cette... on va rester sur sur cela. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ma théorie. L'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt.